13h, 14h. Céline Géraud. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver et merci d'écouter Europe 1 pour vous informer à la mi-journée. Dans ce journal, après l'échange musclé entre Volodymyr Zelensky et Donald Trump, la situation diplomatique est instable et les alliés européens peinent à s'accorder. À quoi joue l'Europe? Décryptage dans quelques instants. Le torchon brûle toujours entre Alger et Paris, mais aussi entre Emmanuel Macron et Bruno Retailleau sur la stratégie à adopter pour tenir tête et riposter. On va en parler. Veut-on chasser les pauvres des métropoles? Les ZFE, zones à faible émission, se multiplient pour les voitures critère 3, mais dans l'agglomération de Montpellier, de petites communes font de la résistance. Et puis, l'Ozempic, cet antidiabétique, permettrait aussi de réduire la consommation d'alcool et de tabac. Tous les détails à la fin de ce journal. Bonjour Géraldine. Bonjour Céline. Ravie de vous retrouver. La tendance météo, un temps contrasté. Exactement, du soleil au nord de la Loire alors que les nuages sont plus présents du bassin aquitain au Languedoc-Roussillon. Il pleut aussi sur les Pyrénées-Orientales cet après-midi. Les températures iront de 9 à 14 degrés sur la moitié nord. Elles atteignent 17 degrés au sud jusqu'à 18 degrés près de la Méditerranée. Météo complète sur Europe 1 à la fin de ce journal. Europe 1. Mobilisation générale, oui, mais avec quelle ambition, quels moyens? À Londres dimanche et à Bruxelles ce jeudi, les alliés européens de l'Ukraine tentent d'harmoniser leur stratégie. Arthur Delaborde, dans une interview au Figaro, Emmanuel Macron propose une trêve d'1 mois, mais Londres dément tout accord ce matin. Effectivement, le secrétaire d'État britannique aux forces armées assure que plusieurs options sont sur la table sous réserve de discussions plus approfondies avec les partenaires américains et européens. Les Britanniques laissent donc entendre qu'Emmanuel Macron s'est exprimé trop vite ou qu'il tente de leur forcer la main. Pour autant, il n'y a pas de dissonance, pas d'incompréhension, insiste une source diplomatique française en relevant que le chef de l'État n'a jamais parlé d'un accord entre Paris et Londres. Rien n'est donc acté et ce plan esquissé par Emmanuel Macron semble encore très fragile. Ce mois de trêve comprendrait la fin de toutes les opérations russes au sol, en mer et dans les airs avec des garanties de sécurité pour ne pas laisser Moscou se réarmer, voire préparer une nouvelle guerre contre d'autres pays européens comme la Moldavie ou la Roumanie. Ce cessez-le-feu pourrait permettre de négocier en bonne et due forme un accord de paix avec les Ukrainiens et donc de ne pas laisser Donald Trump et Vladimir Poutine tout décider dans leur coin. Un scénario encore très hypothétique qui, quoi qu'il arrive, ne pourrait se réaliser qu'avec l'aval de Washington et de Moscou. Le décryptage d'Arthur Delaborde du service politique d'Europe 1. Emmanuel Macron qui milite pour une défense commune européenne. Coût de l'opération 200 milliards d'euros. Alors pour convaincre nos voisins européens, Alexis de la Fontaine, le président de la République, ouvre la porte à un partage de la dissuasion nucléaire. Oui, si Emmanuel Macron le décide, ce serait un tournant majeur dans notre politique de dissuasion nucléaire. Le chef de l'État envisage de positionner à l'avenir des têtes nucléaires en dehors de nos frontières. Aujourd'hui, l'Allemagne, l'Italie, la Belgique et les Pays-Bas détiennent des bombes américaines sur leur sol. L'idée du président serait alors de les remplacer par des ogives françaises et ainsi se substituer au bouclier américain. Évidemment, Emmanuel Macron resterait le seul à pouvoir déclencher l'arme atomique. Il ne faut pas avoir peur d'aller sur ce sujet, ajoute le chef de l'État. Selon l'Élysée, cette initiative, encore assez floue, ne change en rien la doctrine française sur le sujet. Depuis 1962, seule la défense des intérêts vitaux de la France permet l'usage de la bombe et le général de Gaulle avait déjà intégré le sort de l'Allemagne dans nos intérêts. En revanche, les autres pays européens pourraient participer au financement de la dissuasion nucléaire qui coûte 6 milliards d'euros par an à la France. Et pendant ce temps-là, alors que les tensions entre l'Algérie et la France se tendent, Bruno Retailleau reste droit dans ses bottes. Emmanuel Macron affirme pourtant que dénoncer les accords de 68 de manière unilatérale n'aurait aucun sens. Mais Maï-Hélène Trémollet, le ministre de l'Intérieur, persiste et signe. Si l'Algérie ne fait pas un geste envers la France, il faudra dénoncer ces accords. Oui, cette fermeté n'est plus la mienne, mais celle du Premier ministre et du gouvernement. Dans le Figaro d'aujourd'hui, Bruno Retailleau pose le cadre du bras de fer engagé avec Alger et prévient la responsabilité du dossier algérien est désormais une responsabilité commune. Une déclaration qui sonne comme une mise en garde quelques jours seulement après la prise de parole d'Emmanuel Macron pour tenter d'apaiser les relations franco-algériennes, quitte à désavouer son Premier ministre. Mais si les rumeurs d'un désaccord profond entre l'Élysée et Matignon se précisent,
pas question pour Beauvau de transiger. Ce sont bien les accords de 1968 en premier lieu et pas seulement ceux de 1994 qui sont en jeu. Dans l'entourage du ministre, on explique ce texte fonde la nature de l'immigration algérienne en France. Revenir dessus, ça permet surtout de dire que la fête est finie. Il faut dire que l'enjeu est de taille pour le Vendéen, lancé dans la course à la présidence des Républicains. Bruno Retailleau sait que sa cote de popularité à droite dépend en grande partie de ses prises de position catégoriques sur l'immigration et que le Rassemblement national, qui réclame désormais des actes, ne manquera pas une occasion de pointer un signe de faiblesse. Marie-Hélène Trémollet du service politique d'Europe 1. À 13h05, une information Europe 1. L'an dernier, le nombre de blessés dans le cadre de règlements de compte a augmenté de 24% par rapport à 2023, avec un nouveau phénomène, la jambisation, terme barbare pour désigner la méthode qui vise à tirer à balles réelles dans les jambes ou le genou. Jean-Baptiste Marty, les policiers en recensent plus de 2 chaque semaine. À l'aide d'armes tranchantes comme un couteau ou un cutter, mais aussi d'armes de poing ou parfois même de kalachnikov, les agresseurs repèrent leur cible et attaquent les jambes. Ce phénomène de jambisation se répand de plus en plus dans la petite délinquance sur fond de guerre entre bandes rivales. Reda Bellage, policier du syndicat Unité. C'est le début avant l'entrée dans la cour des grands en termes de bande organisée. On a l'impression que c'est plus un avertissement entre points stup. Quand vous voulez récupérer un point stup, on n'est pas forcément dans les vrais professionnels. L'objectif est de blesser mais de ne pas tuer la victime. Une stratégie d'ordre judiciaire en cas d'interpellation. Écoutez Reda Bellage. Vous ne risquez pas la même chose quand c'est qualifié en tentative d'homicide et en meurtre. C'est complètement différent au niveau de la peine de prison. Donc les individus prennent moins de risques. Aujourd'hui, ce phénomène touche plus de la moitié des départements en France. En tête, l'Île-de-France et les Bouches-du-Rhône. Avec 32 victimes de jambisation en 2024, Marseille domine le classement. Des actes d'intimidation qui ne s'arrêtent pas là puisqu'ils sont parfois accompagnés d'enlèvements et de séquestration. Là encore, sur fond de guerre de territoire et de trafic de drogue. Et puis sachez que dans l'enquête sur l'évasion mortelle du narcotrafiquant Mohamed Amra, arrêté en Roumanie, 8 autres personnes ont été interpellées et placées en garde à vue. Au total, 19 suspects, dont Mohamed Amra, ont déjà été mis en examen la semaine dernière. 15 ont déjà été écroués. Il est 13h06 sur Europe 1, la suite du journal de Céline Géraud avec cette question. Céline, combien va vous coûter votre caddie ces prochains mois ? Eh bien, les négociations entre industriels et distributeurs qui fixent les prix des produits de grande consommation ont été rugueuses le week-end dernier. Baptiste Morin, on n'a pas encore tous les détails et en dehors de rares exceptions, eh bien, les prix devraient rester stables. Oui, la fin de l'inflation devrait s'observer dans les supermarchés. Les distributeurs annoncent la quasi-stabilité. Autrement dit, les prix ne devraient pas augmenter de plus d'1 ou 2% dans les prochaines semaines. Typiquement, les produits laitiers, les yaourts et les fromages, leurs prix vont gonfler de quelques centimes d'euros. Mais vous aurez aussi des baisses car certaines matières premières ont vu leur cours baisser ces derniers mois, comme le sucre, l'huile d'olive ou le blé. Par exemple, les prix des pâtes devraient donc refluer. Baisse attendue aussi sur les produits d'hygiène, d'entretien et de beauté de quelques pourcents. En revanche, il faut s'attendre malheureusement à de fortes hausses de prix sur les jus d'orange, le café et les produits à base de beurre et de cacao. Les cours de ces matières premières agricoles battent des records sur les marchés depuis plusieurs mois et cela se répercutera inévitablement sur nos tickets de caisse. Les précisions de Baptiste Morin, le chef du service économie d'Europe 1. Veut-on chasser les pauvres des métropoles ? Les ZFE, les zones à faible émission, se multiplient. Les voitures critère 3, les plus anciennes, qui sont considérées comme polluantes, seront bientôt bannies dans une quarantaine de grandes villes. Mais la métropole de Montpellier a dû reculer face à la fronde des maires de petites communes. Une bénédiction pour les automobilistes. Reportage Charles Lhuillier. Ici, les Renault Zoé peuvent encore croiser des Citroën C4 d'un autre âge. Comme celle de Joël, 75 ans, il peut rouler sans restriction. J'y suis très attaché, c'est un diesel de 2009, critère 3, j'aurais pas pu rouler. Et oui, car si la ZFE n'avait pas été suspendue ici, il aurait dû la vendre. J'ai une très petite retraite, 1 000 € par mois. Si je la vends, j'en achète une commande. Séparation qui aurait été dramatique, car il habite au fin fond de l'agglomération. Quand je vais à la haut aux hôpitaux, il me faut 2 heures de tramway. Pour moi, la voiture, elle est indispensable. Si Joël
peut garder cette autonomie, c'est grâce à Laurent Jaoul, le monsieur anti-ZFE de l'agglomération. Il faut s'occuper de la qualité de l'air, mais c'est pas celui qui va se déplacer avec sa petite Twingo de 95 qui va changer grand-chose. On est en pleine écologie punitive. Grâce à ces arguments, ce maire de l'une des plus petites communes de l'agglo a fait rétropédaler toute la métropole. Quand le président de la métropole de Montpellier a proposé cette ZFE, je suis allé rencontrer les collègues maires. Nous avons fini par être 23 maires. On est passé en force pour faire tomber la ZFE. Donc c'est une victoire politique. Un succès local pour l'instant, mais Laurent Jaoul a déjà pris contact avec plusieurs députés à Paris pour avoir la peau des ZFE partout en France. Montpellier, Charles Lhuillier, Europe 1. Encore une semaine de vacances pour la zone A et pour les autres, retour à l'école et pour certains en uniforme. 6 mois après le lancement de cette tenue unique dans une centaine d'établissements, premier retour d'expérience pour Europe 1 dans une école de Troyes. Le reportage de Louise Salé. Une tête de renard qui sourit, c'est l'écusson imaginé par les élèves que Bilal, 10 ans en CM2, arbore fièrement sur sa veste bleu marine. Au début de l'année, on nous a donné un pack avec 2 vestes, 4 t-shirts et 2 cols roulés. Déjà, quand il y a une sortie, c'est obligatoire de porter la tenue. Et après, en classe, on peut mettre un t-shirt en dessous, mais on doit quand même garder notre veste. Même si le style ne plaît pas à tout le monde. Il y a des copains qui ne portent presque jamais la tenue. Parce qu'il la trouve moche et tout. La plupart la portent, mais il n'y a pas tout le monde qui la porte. En tout cas, pour Lauralie, mère d'élèves, c'est beaucoup moins de prise de tête au réveil. J'ai 5 enfants, ça évite de chercher le matin les vêtements. On sait déjà ce qu'on met en haut. C'est juste le bas à chercher, les chaussettes et puis ils partent en cours. Mais certes, moi, étant famille nombreuse, personnellement, ça m'arrange. De vestes, c'est peu, explique-t-elle, car il faut faire tourner beaucoup de machines. Mais la directrice d'école Laurence se veut rassurante. Les stocks sont régulièrement renouvelés. Dans mon bureau, j'ai un carton de tenue. Si vraiment l'enfant est gêné de ne pas avoir sa tenue, eh bien c'est pas grave, on lui prête un petit gilet, on lui prête une tenue qu'il met pendant le temps scolaire. À l'échelle nationale, la plupart des établissements tests sont des écoles. Le coût des vêtements, plus d'une centaine d'euros par élève, partagé entre la mairie et l'éducation nationale. Voilà. Il est 13h11 sur Europe 1 et dans ce journal, Céline, vous nous parlez de cette étude publiée dans la prestigieuse revue médicale JAMA à propos des vertus de l'Ozempic. Oui, ce médicament antidiabétique mondialement connu pour permettre aux personnes obèses de perdre du poids permettrait aussi, Yasmina Katou, de réduire la consommation d'alcool et de tabac. Oui, une cinquantaine d'Américains ont participé à cette étude. Tous avaient en commun une consommation importante d'alcool et une incapacité à la réduire. Ils buvaient jusqu'à 14 verres par semaine. Alors pendant 2 mois, une partie du groupe a reçu une injection par semaine d'Ozempic. Résultat, comparé à ceux qui n'ont eu que le placebo, les candidats soignés avec l'antidiabétique ont drastiquement réduit le nombre de verres consommés. Si cela fonctionne, c'est parce que le médicament agit directement sur le cerveau, explique Michael Nassila, président de la Société française d'alcoolologie. Ces récepteurs sont localisés stratégiquement sur vraiment des neurones qui sont impliqués dans l'addiction. Et finalement, ils agissent sur le circuit cérébral de la récompense. Ça diminue les effets plaisants, ça diminue la motivation, parce que dans l'addiction, on est hyper motivé à consommer de l'alcool. Ça diminue la rechute. Le plaisir ressenti en sirotant un verre n'existe plus, de même que celui de griller une cigarette, puisque pendant cette étude, les fumeurs ont aussi réduit leur consommation de tabac. Des résultats donc prometteurs, porteurs d'espoir pour lutter contre toutes sortes d'addictions. Yasmina Katou, spécialiste santé à Europe 1. Et puis sachez qu'au lendemain de la disparition d'Herbert Léonard, Europe 1 vous propose un podcast inédit consacré à ce célèbre crooner à la voix chaude qui a vendu plus de 2 millions d'albums et dont le tube Pour le plaisir, lancé en 81, a bercé toute une génération. Un podcast donc à retrouver dès maintenant gratuitement sur europe1.fr. À 13h13, on fait un point sur les marchés. Retrouvez Rendez-vous Bourse avec Fortunéo. Fortunéo, j'aime ma banque. Avec vous, Claire Lemaître de Boursier.com, et la semaine démarre très fort. Oui, le CAC 40 accélère et gagne plus de 1%. Nouvelle poussée de fièvre des acteurs de la défense alors que l'Europe réaffirme son soutien à l'Ukraine. Dassault Aviation s'envole de 15%, Thales flambe de 12% sur un nouveau sommet. Ça monte aussi pour Airbus et pour Safran, donc forte réaction alors que l'Europe parle de se réarmer. Un mot aussi du Bitcoin qui grimpe de 7% et qui repasse les $90 000. Donald Trump a révélé quelles crypto-devises seraient stockées dans la réserve stratégique des États-Unis. Les marchés en Europe, ils sont en hausse, plus 1,1% pour Francfort, plus 0,6% pour Londres et le CAC 40 à Paris gagne 1,1%, 8204 points. Merci Claire Lemaître de Boursier.com. C'était Rendez-vous Bourse avec Fortunéo.
meilleure banque pour sa tarification bourse sur Euronext. Fortuneo, j'aime ma banque. Source Moneyvox mai 2024, voir détail des conditions tarifaires sur fortuneo.fr. L'investissement en bourse présente un risque de perte en capital. Et le temps maintenant avec vous, Géraldine Amont. Soleil au nord et encore nuageux au sud. Et oui, puisque de nombreux nuages sont toujours bien présents sur le Roussillon et l'Aude ainsi que sur les crêtes pyrénéennes. Nuages qui apportent un peu de pluie et quelques flocons à partir de 1600 mètres. Sur le reste de la moitié sud, le ciel sera légèrement voilé, mais le temps reste assez sec alors que les nuages couvrent le ciel dans la vallée de la Garonne avec un vent d'automne qui se renforce jusqu'à 70 km/h. Ailleurs et sur le nord du pays, vous allez profiter d'un beau soleil qui va briller largement tout au long de ce lundi après-midi. Côté température, il fera 7 degrés à Dunkerque, 8 à Boulogne-sur-Mer, 11 à Lille et Paris, 12 à Nancy et Strasbourg, 13 à Brest, Metz et Lyon, 14 à Quimper, 15 à Aurillac, 16 à Nice et Toulouse, 17 degrés à Gap, Nîmes et Bordeaux, jusqu'à 18 degrés à Marseille et Ajaccio. Et demain, vous allez vous réveiller sous un ciel couvert sur une grande partie du pays, mais le soleil va gagner du terrain, notamment dans le nord du pays. Le temps restera en revanche très couvert sur les Pyrénées. Ça sera un petit peu comme aujourd'hui. Merci Géraldine Amont et nous on reste ensemble jusqu'à 14h bien sûr sur Europe 1 et dans quelques instants. Alors que le Kremlin appelle à forcer Volodymyr Zelensky à faire la paix, à quoi peut prétendre cette Europe incapable d'harmoniser sa stratégie de soutien à l'Ukraine? Emmanuel Macron veut une trêve d'1 mois mais Londres n'est pas d'accord. Décryptage avec Olivier D'Artigol et Yvan Rioufol. À tout de suite sur Europe 1. Il est 13h15, restez bien avec nous, la suite d'Europe 1 13h, c'est dans un instant avec Céline Giraud. Europe 1 13h.